Mes chers collègues, nous accueillons à présent Monsieur Noël Legrette, ancien président de la FFF. Monsieur, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre disponibilité pour répondre à nos questions. Nous avons entamé les travaux de cette commission d'enquête sur l'identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du monde sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif le 20 juillet dernier. L'Assemblée nationale a décidé de sa création à la suite de très nombreuses révélations publiques de sportives et sportifs et de diverses affaires judiciaires ayant trait à la gestion de certaines fédérations. Nos travaux portent donc sur 3 axes: les violences physiques, sexuelles ou psychologiques dans le sport, les discriminations sexuelles et raciales, et les problématiques liées à la gouvernance financière des organismes de gouvernance du monde sportif. À partir de septembre 2022, comme vous le savez, les articles de presse ont fait état de graves difficultés de fonctionnement au sein de la Fédération française de football. Les faits évoqués portent sur la gouvernance et le management de la fédération et sur des faits de harcèlement ou ayant trait à des violences sexuelles et sexistes au siège de la FFF, comme au Centre national de football de Clairefontaine. Un rapport de l'IGSR, dans une synthèse et publié en février 2023, fait le constat d'une gouvernance défaillante, une directrice générale aux méthodes brutales et aux comportements jugés erratiques, un président dont les dérives de comportement sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions et l'exigence d'exemplarité qui leur est attachée. Une, je cite, politique de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dont le réseau fédéral ni efficace ni efficiente. Dans un bref propos liminaire, pouvez-vous revenir sur les dysfonctionnements qui vous sont reprochés et qui ont conduit à votre départ? Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges pendant environ 1h30, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure » après avoir activé votre micro. Je vous jure de dire toute la vérité. Ceci dit, vous savez qu'il y a une enquête en cours et que je n'ai pas le droit de m'exprimer sur ce qui n'a pas encore été jugé. Tout à fait. Donc vous pouvez fermer votre micro, merci. Et je vais vous laisser la parole pour à peu près 5 minutes de propos liminaires et ensuite nous aurons des questions avec Madame la rapporteure et bien sûr avec nos collègues députés ici présents. Merci. Je pense que dans un courrier, vous m'aviez accordé 15 minutes pour me présenter. J'ai peut-être mal lu, mais je ne crois pas. Vous voulez 15 minutes pour vous présenter? C'était ce qui était écrit. Oui, alors si peut-être qu'en 5-10 minutes, on peut peut-être aussi se présenter efficacement à la commission d'enquête. Mais ensuite, nous aurons des questions, donc vous aurez certainement l'occasion aussi de redire ou de dire en tout cas ce que vous vouliez confier à cette commission d'enquête. Bon, enfin, en tout cas, je suis à votre disposition. Je voulais tout simplement vous rappeler que je vais avoir 82 ans dans quelques jours, jour de Noël, et que je suis né à Guingamp, ou tout près de Guingamp, à Bourbriac, que j'ai rejoint cette ville à l'âge de 4 ans, parce que 41, c'est une date que vous imaginez tous. Mes parents avaient une toute petite ferme et j'ai rejoint Guingamp où ils ont, mon père et ma mère, trouvé un emploi digne de ce nom dans la région guingampaise. Alors, en ce qui me concerne, je ne vais pas vous raconter après la vie, j'ai toujours eu 2 passions. Le football et la ville de Guingamp. J'ai été footballeur au club de Guingamp presque toute ma vie. J'ai joué à l'âge de 6 ans jusqu'à 30 et à 30 ans, j'étais président. Et en 30 ans de temps, j'ai fait monter ce club d'une petite division à la première division, avec des amis. On ne fait jamais tout seul. Donc on a travaillé tout à fait sérieusement. Bon, en ce qui concerne
la ville de Guingamp. Je suis né là-bas. Je suis amoureux de cette ville. J'ai été maire de Guingamp pendant 13 ans, parce qu'il y a eu un mandat de 6 ans et un mandat de 7 ans. Donc j'étais 13 ans à la tête de la ville. J'ai laissé ma place à un moment à mon adjointe, qui est une femme et qui est aujourd'hui à Paris, qui travaille elle travaille. Elle n'est pas à l'Assemblée nationale, elle est au Sénat, elle est sénatrice. Et donc on a bien travaillé ensemble et j'ai d'elle d'excellents souvenirs. Ensuite, pour la ville de Guingamp, vous savez, dans toutes les petites villes, et il y a sûrement parmi vous des gens qui habitent des villes petites ou moyennes, les difficultés, c'est toujours un petit peu les mêmes. L'hôpital, quand il y en a un, on en avait la chance d'en avoir un. J'ai marié une équipe privée et publique pour que l'hôpital de Guingamp puisse continuer de travailler. J'ai eu la chance aussi, ou la ville, pardon, de bénéficier du plan Borloo et donc de refaire un paquet de HLM. Donc la ville de Guingamp a aujourd'hui effectivement un parc relativement attractif sur le logement. Sur les conditions de vie à Guingamp, je dois me réjouir parce que j'aime bien cette ville. Je suis heureux là-bas. J'ai travaillé tout le temps là-bas. Et après avoir joué au foot, vous en doutez bien que je n'ai pas fait que ça. J'ai été VRP pendant de nombreuses années dans 2 grosses sociétés jusqu'à l'âge de 40 ans. Et à 40 ans, j'ai décidé de devenir industriel. Donc d'acheter une petite usine d'abord, qui avait 22 salariés. Aujourd'hui, on en a 800, 1000 quelquefois. Les affaires fonctionnent parfaitement bien. Actuellement, c'est difficile, comme partout, surtout sur l'énergie, la crise d'énergie. Mais enfin, nos entreprises sont toutes en Bretagne, pas trop loin de Guingamp, et un peu dans le Finistère Sud. Et j'ai passé beaucoup de bonheur. Je venais à la fédération 2 jours et demi ou 3 jours par semaine. Et le reste, je passais mon temps à l'entreprise que j'ai transmis donc, il y a quelques années à ma fille qui est présente. Parce que 82, il était peut-être temps, j'avais transmis un petit peu avant. Mais enfin, l'entreprise marche bien, elle fonctionne bien, elle a des cadres de qualité. Et je ne suis pas venu pour me plaindre du fonctionnement de l'industrie agroalimentaire. Voilà, je n'ai pas dû prendre 15 minutes, je ne crois pas. Non, Si. mais vous avez la possibilité aussi d'aborder aussi votre parcours auprès de la fédération. Donc, comment on en arrive à la FFF, bien sûr, en sachant, comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, j'ai reçu un courrier de votre cabinet d'avocats, Kejman et Marenberg, concernant l'affaire en cours et qui ne souhaite pas aborder, bien sûr. Donc, vous n'hésiterez pas, vous nous répondrez que l'affaire est en cours si certaines questions dérangent. Avant d'être... donc, j'étais 30 ans président de Guingamp, une petite ville. Et ensuite, j'ai été élu à la Ligue nationale de football professionnel 8 ans. Je suis resté 8 ans à la Ligue. J'ai été battu la 8e année parce qu'il y avait un appel d'offres important et les clubs les plus aisés souhaitaient un peu plus d'argent parce que moi, j'étais quelqu'un qui aimait bien qu'il n'y ait pas un écart trop important entre les grands clubs et les petits clubs. Et les grands clubs ont gagné et donc j'ai fait 8 ans, mais 8 ans de bonheur. 8 ans parce que j'ai quand même laissé une trace importante. Vous avez dû entendre parler de la DNCG, la Direction nationale du contrôle de gestion, que j'ai mis en place et qui existe toujours aujourd'hui avec des gens encore plus performants qu'à l'époque. Et je pense que ça a sauvé un moment les clubs de la Ligue, qui étaient en difficulté,
comme beaucoup d'entreprises. Ça a été une décision, je crois, très importante pour le football français. Et puis après, effectivement, après NAISNA, vous savez, la difficulté de la fédération avec les joueurs dans le quart, je me suis présenté à la fédération où j'ai été élu. Je pense que pendant, ça doit faire 12 ans maintenant, j'ai redressé les finances, nettement. Parce que je suis plus à l'aise sur le côté financier que sur le côté juridique, par exemple, et sur le côté sportif. Donc, l'équipe de France, à l'époque, devait être classée 15e, je crois. Aujourd'hui, elle est 2e au niveau mondial. On a lancé aussi une équipe féminine qui n'existait pas à l'époque, ou en tout cas très moyennement. Donc, NAISNA a été un grand malheur, puis finalement un bonheur, parce qu'on a réussi à mettre en place des conditions de travail très humaines pour les garçons et les filles. Donc la fédération, alors je vais vous dire la vérité, ça me manque. Je me plaisais bien à la fédération. C'est un dossier qui me... J'étais élu jusqu'à 2024, j'avais encore un petit peu de temps. Et je ne me suis pas lassé de venir à Paris, parce que j'habite toujours Guingamp, pour être présent à la fédération, où je suis, je crois, excusez-moi, m'entourer de cadres de bonne qualité et de grande qualité. J'ai aussi bien dans le côté, surtout, j'allais dire entreprise, où il n'y avait plus de recettes. Après NAISNA, vous vous en doutez bien, que les sponsors ont beaucoup quitté notre fédération. Et j'ai trouvé effectivement une équipe de jeunes qui a très bien travaillé. Je aussi, vous savez, des cadres à Clairefontaine de très haut niveau et des cadres techniques un petit peu partout en France. Donc la fédération s'est modernisée. Dire qu'on a tout bien fait, certainement pas. Je ne sais pas vous. Mais ça se fera. Tout se fait. Aujourd'hui, la fédération a beaucoup plus de moyens parce qu'il faut de l'argent pour toutes les idées. Et je pense que pendant ces 12 années, on est passé à des chiffres énormes. On a passé, je crois, je ne m'appelle plus trop, mais augmenté de 30% le nombre de licenciés garçons et triplé le nombre de jeunes femmes. Donc le nombre de licenciés et de cadres a été véritablement bien traité. Voilà en 2 mots ce que je voulais vous dire et je réponds à vos questions avec plaisir. Merci, Monsieur Le Gret. Donc, moi, j'ai une question à vous poser, et puis, au fur et à mesure des questions, je pense qu'on détaillera en même temps toute votre carrière dans le mouvement sportif. Je voulais une question directement. Pouvez-vous revenir sur la chronologie des faits qui ont conduit le comité exécutif à décider votre mise en retrait de la Fédération française de foot en janvier 2023 ? Je crois que ça a été un lynchage médiatique immérité. Je n'ai rien fait de mal, nulle part, à personne. Mais je ne supportais plus un moment les articles journaliers. J'ai une famille, comme tout le monde, 3 enfants quand même d'un certain âge, c'est plus des bébés, et 9 petits-enfants qui ont entre 22 et 30. Et ce n'est pas forcément agréable de voir tous les jours dans le journal local ou national des contre-vérités. Donc je ne m'exprimerai pas longtemps sur ce dossier, étant donné que j'ai demandé, enfin que mes avocats ont demandé à ce que le rapport soit annulé et contesté, parce que pour le moment, la défense que je devrais représenter, je suis au courant de rien. Le seul. Vous êtes tous plus au courant que moi je ne sais pas. Donc, si je vous pose une deuxième question, pouvez-vous revenir sur l'enquête elle-même ? Quelles observations appellent de votre part le travail d'enquête conduit par l'IGSR, pardon ? Oui, ben, c'est assez drôle parce que j'ai été entendu, bien entendu, et je vais vous en parler en toute liberté. Le président s'appelait M. Béthum, je ne sais pas si vous le connaissez. Un jour, il me reçoit et il me dit « Noël,
vous, monsieur le cadre, vous pouvez partir en vacances tranquille, le dossier est clos. Je rentre chez moi, on part en Martinique parce qu'on a un peu l'habitude d'y aller, j'aime bien être là-bas. Et en arrivant, on me dit non, il faut revenir, il y a un fait nouveau. Jamais su lequel, je ne sais pas de quoi on me parle. Et donc j'étais mis à l'article 40, donc aujourd'hui, malheureusement, je ne peux pas répondre à toutes vos questions. Et je l'aurais fait volontiers. Donc vous partez en vacances, on vous convoque pour revenir et vous ne savez pas pourquoi vous revenez. Non, je n'ai pas eu de... Si, on m'a dit effectivement qu'il y avait un fait nouveau. Mais on ne vous l'a pas détaillé. Et personne ne me l'a détaillé. Je n'ai jamais reçu ni courrier, ni rendez-vous de qui que ce soit. Cette commission d'enquête, comme je vous l'ai dit, elle a été mise en place suite à de nombreux témoignages que nous avons reçus et suite à la demande de Madame la rapporteure, à qui je vais laisser la parole juste après. Et elle a différents sujets dont je vous ai présenté tout à l'heure et différents axes, notamment les violences sexuelles et sexistes, les discriminations, le racisme, les violences, le harcèlement. Est-ce que sur ces sujets qui intéressent la commission d'enquête, vous avez des faits à nous rapporter? Non, pas du tout. Jamais. J'ai trop de respect. D'abord, j'ai mis des femmes à tous les postes. Quand j'étais à la fédération, ma directrice générale était une femme. Bon, je crois que vous allez la recevoir, si je comprends bien. Ma vice-présidente, que vous avez déjà reçue, Brigitte Henriquez, était une femme. Le football féminin, je l'ai développé. J'ai l'habitude de travailler avec des femmes et très franchement, je ne me fais aucun reproche sur tout ce qui est écrit là-dedans. Donc, vous confirmez que vous n'avez rien à rajouter sur les sujets de cette commission d'enquête, qui concernent la commission d'enquête. Je vous rappelle juste que vous avez prêté serment. Je vous rappelle que j'ai prêté serment sous réserve qu'on reste, et vous êtes parfaitement au courant, dans le cadre des questions que vous devez me poser, en dehors, effectivement, de ces éventuelles difficultés, dont je ne répondrai pas. Madame la rapporteure, donc je vais vous demander par contre de couper votre micro, s'il vous plaît. Excusez-moi. Et vous allez alterner comme ça pour libérer le micro de Madame la rapporteure. Merci Madame la Présidente. Alors on entend parfaitement, mais en fait sur les questions qu'on posera, tout ne concerne pas l'affaire qui est en cours, donc il y a quand même des champs sur lesquels vous pouvez nous répondre, notamment ce qui a été mis en place par la FFF sous votre présidence pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes, contre le racisme ou encore l'homophobie. Je pense qu'il y a plein de questions qu'on aura à vous poser. Moi, je vais revenir sur peut-être Madame Henriquez, qu'on a eu l'occasion d'auditionner dans le cadre de cette commission d'enquête. Et lors de son audition, elle a évoqué devant nous des blagues graveleuses de votre part. Je la cite, puisqu'elle a été auditionnée. « J'ai toujours eu la même posture, consistant à dire sur le ton de l'humour, c'est le moment de prendre tes cachets, car je n'acceptais pas qu'une personne, puis deux, puis trois, tienne ce genre de propos lors de réunions. Nous n'étions déjà pas nombreuses et cela n'avait absolument pas sa place. » Est-ce que vous pouvez nous confirmer ces propos, puisque, en l'occurrence, Madame Henriquez nous a tenu ses propos sous serment, elle aussi, dans le cadre de cette commission d'enquête? L'une des femmes que je préférais à la fédération, qui travaillait le mieux, bon, qui est peut-être une blague malheureuse, c'est possible, mais en tout cas, j'ai pour elle un profond respect. Et j'aurais préféré qu'elle reste à la Fédé, parce que si elle était restée, c'est elle qui m'a remplacé. Et je n'ai rien contre Diallo, ne voyez pas d'allusion maladroite, mais elle était une vice-présidente de grande qualité, et ça m'étonnerait qu'elle m'ait critiqué. Pardon. Alors, les auditions sont publiques, hein, donc il n'y a pas de difficulté. Vous pourrez revoir l'audition de Madame Henriquez et entendre ce qu'elle a pu dire lors de son audition. En tout cas, moi, je vous cite exactement ce qu'elle a dit au moment de cette audition. Donc, vous avez vu l'audition, donc vous voyez le passage auquel je fais référence. Alors, peut-être, vous avez évoqué la question des femmes que vous avez justement, avec lesquelles vous avez travaillé. Toutes les femmes qui étaient au CODIR, donc ont quitté la FFF, la directrice de l'Institut de formation de football, la directrice du football amateur, directrice générale adjointe, la directrice des systèmes d'information, la directrice du football féminin, la directrice du business développement, la directrice de la fondation du football, soit 6 départs depuis 2016, dont 4 depuis 2020. Comment est-ce que vous expliquez ces départs? Alors, j'appuie.
Difficilement, parce que je m'occupais. Je donnais l'impression de répondre à côté. Je ne m'occupais pas directement du personnel. J'étais un petit peu étonné qu'il y ait eu autant de départs de femmes, dont j'ai vu beaucoup depuis. Il y avait trop de monde à un moment à la fédération, c'est vrai. Donc il fallait très certainement, malheureusement, faire quelques départs. Mais je regrette certains départs parce que beaucoup travaillaient très bien et ce n'est pas toujours facile. Il y en a encore une qui n'a pas trouvé de travail, que j'ai eu la semaine dernière. Les autres ont trouvé, heureusement, mais je n'ai pas de reproche particulier à faire à ces femmes. Alors, vous n'avez pas de reproche particulier, mais comment vous expliquez que toutes ces femmes qui occupaient des postes à responsabilité ont quitté leur poste? Il faudra demander à ceux qui étaient responsables du personnel, puisque vous allez en recevoir quelques-uns. Alors, sur le PSE qui a été mis en œuvre à la Fédération en 2020, est-ce que vous pouvez nous dire s'il a affecté des personnes qui travaillaient dans le service de Didier Deschamps? Donnez-moi un nom. Très franchement, je ne sais pas qui a quitté Didier Deschamps. Non, très franchement. Non, écoutez, je vous jure, je réponds ce que je ressens. Sinon, je vais raconter une histoire qui ne tient pas la route. Je ne pense pas que Didier Deschamps soit séparé de quelqu'un. Je ne crois pas. C'était peut-être pas d'ailleurs complètement son pouvoir. Il pouvait donner des indications, soit à la direction du personnel, soit à moi parce que j'étais son employeur direct. Pas oublier que le président et le coach doivent former un couple. C'est le président qui nomme le sélectionneur. Mais je ne me rappelle pas qu'il ait eu un départ. Alors, pour être plus précise, quelles étaient les fonctions de Madame Virginie Josselin à la Fédération? Alors, C'est travailler avec Didier, il devait quand même avoir une certaine qualité, parce qu'il est exigeant. Voire très exigeant. Il a dû se passer quelque chose, mais je ne sais pas. alors, je vais être plus précise. Donc, elle a dû partir dans le cadre du PSE, justement. Donc, c'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce qu'il est possible qu'il n'ait pas été informé, donc M. Deschamps, encore une fois, d'un PSE qui allait toucher son service directement? Ça m'étonnerait, sa personnalité est assez forte pour être au courant de ce qui est proche de lui. Bon, c'est quelqu'un qui domine bien son sujet. Je ne vais pas vous raconter d'histoire. On a la chance d'avoir un homme de cette qualité à ce poste. Alors qu'il ne soit pas au courant de tout, c'est possible. Vous avez déposé une plainte pour diffamation à l'encontre de la ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques. Pouvez-vous revenir sur la raison de cette plainte? Je pense que les choses vont s'accélérer, aussi bien au niveau du brigadier et de l'enquête. Si j'avais été reçu peut-être 3 semaines plus tard, j'aurais pu répondre à tout. Là, non, je ne suis pas au courant. Bon, en tout cas, je ne souhaite pas parler parce qu'elle-même, il y a une plainte en cours, elle vient vous voir, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas le mot, je n'ai pas le droit de parler d'elle. Alors, j'entends parfaitement, mais en l'occurrence, vous avez fait des déclarations à la presse concernant cette affaire, notamment concernant la ministre et du pourquoi de la plainte. Donc, c'est la question qu'on vous pose, en fait, ni plus ni moins par rapport à ce que vous avez déjà déclaré précédemment dans les médias. Concernant la plainte contre la ministre. C'est pas moi qui l'ai déclaré, je ne crois pas. Je ne pense pas.
C'est possible, mais j'ai lu que quelqu'un l'avait déclaré, je me demande de quoi il s'occupe. Il devrait regarder d'abord comment il travaille. Et je n'ai pas bien compris son intervention, qui n'était pas digne de l'homme de qualité qu'il est. Alors, je voudrais revenir sur Monsieur Deschamps, puisque vous l'avez évoqué. Au moment où vous avez fait une sortie notamment sur Monsieur Zidane, en disant que vous ne l'auriez pas pris au téléphone concernant la succession de Monsieur Deschamps, on a eu l'occasion aussi d'auditionner des personnes ici de la FFF qui nous ont indiqué qu'ils n'ont pas été informés de la décision de la prolongation du contrat Didier Deschamps, que vous l'avez décidé tout seul et que vous en avez informé ensuite les différentes instances de la FFF. Est-ce que vous pouvez revenir justement sur cette décision de prolonger Didier Deschamps sans finalement que ce soit une décision collégiale? D'abord, les textes permettent au président de désigner le coach sans en référer à qui que ce soit. Là, vous en doutez bien qu'on ne le fait quand même pas tout seul. J'ai un COMEX de 12 membres, on parle. Il nous arrive. Écoutez-moi. Oui, mais ils n'étaient pas informés, en fait. Non, mais. Alors, c'est la question. La question, ma réponse est celle-ci. Il est tout à fait clair qu'on discute quand même, mais la dernière solution, même s'ils ne sont pas d'accord, appartient au président. C'est les textes, c'est la coutume et c'est dans nos textes. Et je ne pense pas, on aurait fait un vote national Deschamps avec 80% des voix. Et du coup, est-ce qu'il est de coutume aussi, ou normal, que vous décidiez ou que vous discutiez de votre succession avec Didier Deschamps, comme ça a été le cas? Oui, c'est ce que vous avez indiqué à la presse. Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il ferait un bon président de fédération. Mais il ne veut pas. Pardon? Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Ah non, mais c'est normal que j'entende aussi. Je suis... Oui. Alors, là, on a une question de Mme la rapporteure. Non, juste, Monsieur Le Gret, pour répondre à votre question, c'est juste que la semaine dernière, lors de l'audition de Didier Deschamps, je lui ai posé la question de savoir si, justement, il devenait président de la Fédération française de football, quels axes d'amélioration il porterait sur un certain nombre de sujets qui sont l'objet de la commission d'enquête. Et donc, il a effectivement répondu que c'était un poste qui ne l'intéressait pas. Écoutez, ça montre qu'il n'a pas changé d'avis. J'ai cru un moment pouvoir le convaincre. Parce que déjà 10 ans ou 12 ans sélectionneur, c'est beaucoup. Il a fait au Qatar une Coupe du Monde merveilleuse. Et dans les hommes qui connaissent mieux le football, pas forcément le droit, Didier est un type exceptionnel. Et j'aurais aimé, effectivement, quand moi je devais arrêter dans quelques mois, qu'il prenne la suite. Ça a toujours été hors de question. Je l'ai fait venir à Guingamp, je l'ai tarabusqué, je lui ai dit 1000 fois, ça n'a pas marché. Alors, ce n'était pas tout à fait la question. Moi, ma question, ce n'était pas de savoir si Didier Deschamps ferait un bon président de fédération ou pas. Ma question, c'est est-ce qu'il est normal que vous discutiez de votre succession avec lui? Il me semble qu'il y a un vote, qu'il y a une élection qui se fait au sein de la fédération pour désigner votre successeur. Là, ce n'est pas tout à fait ce que vous aviez exprimé. Donc, premier élément. Deuxième chose, est-ce que vous pouvez nous préciser quelle était la fonction de M. Diallo au moment suite à l'élection de votre liste et à quel moment il a intégré le COMEX? Alors, bon, il y a deux questions. Je réponds à la première très facilement. Je peux avoir un avis, mais il faut être élu. Ce que j'ai fait à chaque fois, moi j'étais candidat, et ce n'est pas parce qu'on est candidat, poussé même par des copains, qu'on est élu. L'Assemblée est nombreuse, c'est toute la France qui vote. Ce n'est pas une petite élection parisienne ou régionale. Donc tout le monde vote et
En ce qui me concerne, en tout cas, regardez les scores, j'ai gagné à chaque fois assez largement. J'étais très content, donc je pense qu'il n'était pas trop mécontent de ce que je faisais. Bon, par contre, dire à Didier, il faut que tu me remplaces, oui, c'est des conversations, mais il aurait fallu qu'il fasse comme tout le monde, puisque les textes qui vont changer. Jusqu'à présent, c'était 12 personnes, plus, pardon, excusez-moi, c'était 12 personnes plus le président de la Ligue professionnelle, plus le président de la Ligue amateur. Donc j'avais 14 personnes. Les textes vont à nouveau changer. Je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée, mais enfin, en tout cas, c'est comme ça. Ça va repasser à 28. Et 28, c'est beaucoup, je trouve, pour prendre des bonnes décisions. Mais il y aura une élection nationale avec davantage d'amateurs. Excusez-moi, madame. Davantage d'amateurs dans cette nouvelle structure. Mais ce n'est pas parce qu'on dit à Didier, tu vas être président, qu'il va être président. Alors, M. Diallo m'avait posé la question. Alors, Diallo, lui, il a un pot terrible. Je vais vous dire, je n'ai jamais connu un type qui a un tel pot. Il est battu par les pros à une élection syndicale. Moi, j'ai un départ. Je me dis, ce type-là, quand même, il s'exprime bien, il est intelligent, il connaît bien le droit. Ce serait pas mal qu'on ait un homme de cette qualité, même si ce n'était pas très forcément apprécié. Mais il est trésorier. Ensuite, comme Mme Henriquez s'en va, le seul que je peux mettre vice-président, c'est lui. Parce que les autres ont une fonction, et toute fonction extérieure interdit à quelqu'un de prendre un poste, soit de secrétaire, de trésorier ou de membre. Donc il se retrouve vice-président. Ah oui, c'est moi. Juste si vous pouvez nous préciser la date, au moment où il devient vice-président, et à quel moment il intègre le COMEX. De mentir. Les dates, donc moi j'ai dû quitter il y a déjà un an, je pense. Il était là un an avant, quelque chose comme ça. Mais par deux voix. Mais il a quand même été confirmé en 2013, pardon, je crois, par l'Assemblée générale de la Fédération. Et il y aura de nouvelles élections donc dans un an, mais pas du tout sous la même forme. Il sera sûrement, enfin je ne sais pas, alors je ne vais pas dire c'est Deschamps ou c'est Diallo, ça m'est égal. Non, enfin j'ai une préférence, il faut que je sois honnête. Mais je ne sais pas comment ça se passera. Donc, juste pour bien préciser les choses, donc vous partez en janvier. Quand vous partez en janvier, cela faisait déjà un an que M. Diallo était au COMEX. Oui. Ok. Alors, il y a eu pendant plusieurs mois, on le sait, un numéro vert qui a été dédié aux victimes au sein de la FFF, qui a sonné dans le vide. Et cette affaire a été traitée dans le cadre du COMEX, puisqu'on a eu d'ailleurs l'occasion de revenir dessus avec M. Diallo. Est-ce qu'à ce moment-là, M. Diallo était au COMEX? Oui. « 2022. Je ne suis pas sûr. Mais ça n'enlève rien à ses qualités, mais je ne suis pas sûr. Il est rentré parce qu'il y avait un poste de libre, et donc trésorier pendant peu de temps. Je veux bien, si vous voulez, vous envoyer un petit courrier pour vous donner les dates, mais vraiment, je ne les ai pas en tête.
on reviendra sur ce point-là. Monsieur Picmal, vous avez une question. Oui, bonjour Monsieur Le Graët, François Picmal, député de la 4e circonscription de Haute-Garonne. Vous savez, dans le cadre de cette commission, on a beaucoup auditionné de personnes qui ont été victimes de violences sexuelles et sexistes, victimes d'homophobie, victimes de racisme. Et j'aimerais vous interroger par rapport à des déclarations que vous avez eues ou des faits qui ont été révélés dans la FFF quand vous en étiez président. Ainsi, par exemple, la ministre des Sports, Madame Amélie Oudéa-Castéa, a commandité un audit qui dit que la politique de la FFF en matière de violences sexuelles et sexistes n'est, je cite, ni efficace ni efficiente. Aussi, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez pris des mesures lorsque vous étiez président sur ce sujet? Qu'est-ce que vous répondez aux nombreuses affaires qui sont sorties dans la presse et qui ont semblé remettre en cause la manière dont vous les avez gérées? Par ailleurs, vous avez déclaré sur la question de l'homophobie qu'il n'était pas nécessaire d'arrêter les matchs. Vous nous direz hein, si vous contestez ces propos quand il y avait des chants homophobes. On voit aujourd'hui, par exemple, qu'il y a une association comme Rouge Direct qui est très engagée dans la lutte contre l'homophobie dans les stades, qui est victime de cyberharcèlement pour son engagement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Et dernière typologie dont ont pu être victimes des sportifs ou des gens participant aux fédérations sportives, c'est le racisme. Et vous avez déclaré que ce phénomène, selon vous, n'existait pas ou peu dans le sport et dans le football. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à tout ça? Vous avez deux questions très, très distinctes, ce qui est tout à fait normal. L'homophobie, je regrette d'avoir employé ces mots. Sur les stades, effectivement, quand on entend tous les mots que vous connaissez, parce que je crois que vous allez au stade de temps en temps, on ne s'en rend pas bien compte. J'ai eu la chance peut-être d'avoir ma fille, où j'ai pris un savon en rentrant. J'ai visité ensuite des centres pour l'homophobie. J'ai découvert que ce pas des gens qui allaient au football. C'était souvent des enfants abandonnés, soit dans la rue, soit par leurs parents. Et très franchement, ça m'a rendu très triste. Et je me suis trouvé un peu maladroit d'avoir pu déclarer ces choses-là. Mais vous savez qu'au foot, je suis sûr que tous ces imbéciles qui crient les mots que vous connaissez, ils ne sont pas homophobes, ils sont bêtes. En ce qui concerne le racisme, j'ai toujours été proche de l'Afrique, toujours. Je pense avoir été l'un des hommes qui a fait le plus pour que les petits puissent être ensemble dans les écoles de football. J'ai fait en sorte, et j'ai souhaité, cela je n'ai pas réussi, c'est le seul pays qu'on ne peut pas rencontrer aujourd'hui, c'est l'Algérie. C'est honteux. L'Algérie a dû jouer en France. Nous, aller là-bas, c'est très difficile. Mais en ce qui me concerne, j'ai, grâce à la FIFA, une fonction africaine. J'étais il y a quelques jours au Maroc et j'ai été en Tunisie. J'ai été plusieurs fois en Algérie. Et donc, le côté raciste, je le rejette purement et simplement. J'ai dit arrêtez un match, c'est ce que vous avez dit. J'ai dit une bêtise en disant je n'arrêterai pas un match pour l'homophobie, mais peut-être que je l'arrêterai pour le racisme. Or, si vous faites le bilan des 10 dernières années, il n'y a pas eu un match arrêté. Aujourd'hui, le problème le plus grave dans le foot, c'est sûrement les bagarres entre les supporters des villes, quelles qu'elles soient. Vous avez vu l'autre jour Marseille-Lyon. Vous avez entendu aussi des cris qui n'étaient pas les bons dans les tribunes. Mais le racisme, vous savez,
même quand les jeunes repartent dans leur pays, je suis l'un des seuls à défendre. Si vous lisez bien la presse, et je crois que vous lisez attentivement, ça ne me gêne pas. Parce qu'ils ont repris une culture française, et ils jouent au foot avec un entraînement qui a quand même été qualitatif. À un moment, ils sentent qu'ils ne vont pas être titulaires dans une division supérieure. Leur famille est restée au pays et je n'ai aucune gêne à dire que ça ne me gêne pas quand ils rentrent chez eux. Une question de Monsieur Stéphane Mazard. Merci Madame la Présidente. Monsieur Le Graët, quand vous étiez en responsabilité, s'il y avait des faits qui étaient commis par un éducateur ou par des sportifs entre eux au sein de la Fédération française de football, comment cela était traité par la Fédération? Est-ce que c'était des informations qui remontaient jusqu'à vous? Qui remontaient à quel niveau? Et comment la Fédération traitait ces faits signalés à votre niveau? Écoutez, je vais faire un peu comme les politiques, c'est une bonne question. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il y en a évidemment. J'ai des équipes juristes de haut niveau à la Fédération, et même sur le territoire national, où on a mis des gens importants. À chaque fois que j'ai eu connaissance d'un fait grave, j'ai fait appliquer l'article 40. L'article 40, qui est grave, parce que je l'ai en ce moment, moi. Et franchement, si vous pensez que ça ne me perturbe pas, je serais gêné. Donc il n'y a pas eu effectivement de cachotterie. Il y a des choses qu'on n'a pas su, très certainement, dans nos villes, dans toutes les grandes villes, en tout cas, ou même sur tous les départements. Il y a aujourd'hui une commission juridique, une commission sportive, une commission d'éthique, et il n'y a pas grand-chose qui échappe. Tout n'est pas parfait, je vous l'accorde, loin de là, mais en tout cas, la volonté est réelle. Donc vous-même, ça pouvait donc remonter jusqu'à vous, à votre niveau, et vous-même, vous avez eu l'occasion d'activer l'article 40 ? Combien de fois à peu près ? 4 fois. Répétez votre réponse, s'il vous plaît. Oui, j'ai dû le faire 4 fois. 4 fois, vous pouvez nous dire Ah oui. Oui, donc vous dites 4 fois. Donc 4 fois, c'est peu. On peut les avoir en tête, là, les souvenirs de ces 4 fois. Est-ce que vous pouvez nous dire pour quel type de fait Je ne suis pas le seul qui peut l'appliquer, cet article 40. Vous allez recevoir dans les jours qui viennent, je crois, des meilleurs spécialistes que moi sur ce genre de dossier. Mais bon, citer les noms des dames là, ou des messieurs, ça me gêne. Ils ont déjà été... Ce qui est fou, il y en a une, par exemple, article 40, elle va au tribunal et gagne. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Stéphane Buchou, une question. Merci Madame la Présidente. Stéphane Buchou, député de la Vendée et vice-président de cette commission. Monsieur Le Graët, en réponse à la question de François Piquemal tout à l'heure, j'ai cru comprendre que vous avez dit que vous aviez été maladroit lorsque la question vous avait été posée en septembre 2020 sur l'homophobie dans le football. Est-ce à dire que vous regrettez ces propos? Est-ce que vous les retirez aujourd'hui? Et si la question vous était reposée aujourd'hui, et moi je vous la repose, quelle réponse y apporteriez-vous, pardon? Avoir dit que c'était une maladresse invraisemblable. J'aurais jamais dû. Et il y a un manque de connaissances, par moment. Parce que entre la présence sur les stades et les mots qu'on entend, je ne suis pas sûr qu'ils soient tous homophobes, pas tous. Vous savez, quand vous entendez des mots sur les stades, je ne suis pas certain qu'ils réfléchissent à ce qu'ils disent. Par contre, j'ai été visiter des centres
Plusieurs associations, après. Non mais, écoutez-moi. Plusieurs associations après. Et là, effectivement, je me suis dit, mais mon pauvre Noël, comment tu as pu déclarer un truc pareil? Il ne fallait rien dire. Bon. Mais empêcher l'homophobie sur un stade, c'est un travail de nous tous. Empêcher, vous savez, quand le gardien a la balle, qu'il y a une bande d'abrutis derrière, et il y en a quand même moins, qui emploient des mots, ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ah, donc, votre question est vraiment, si on me la reposait, non, je répondrais différemment, bien évidemment. Oui, alors l'homophobie en l'occurrence, vous semblez la concentrer sur ce qui se passe dans les tribunes, dans les stades, mais c'est aussi l'homophobie au sein du monde du football, c'est-à-dire entre les joueurs, au sein des clubs, au sein même de la fédération. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Très au courant, vous demanderez à d'autres. L'homophobie, c'est un phénomène général, français voire mondial. Et c'est effectivement chacun d'entre nous, avec nos possibilités, d'essayer de trouver des formules pour que cela diminue ou que les gens comprennent ce qu'ils disent. Parce qu'ils ne comprennent pas tout le temps. Excusez-moi de le redire. Une question, Monsieur Le Graët. Qu'est-ce qu'un comportement inapproprié à l'égard d'une femme, selon vous? Et qu'est-ce que constitue un comportement de harcèlement sexuel? Je ne sais pas ce que c'est. Je ne l'ai pas fait, donc j'en sais rien. Inapproprié, dire que quelqu'un a une jolie robe, est-ce que c'est grave? Aujourd'hui, oui. Les temps ont changé. Moi, j'ai 82 ans. Petit à petit, les temps ont changé. Ça se dit plus. Il faut faire très attention. Plus attention aujourd'hui qu'il y a quelques années, c'est bien. Donc, pour vous, un comportement de harcèlement sexuel, c'est dire à une femme qu'elle a une jolie robe? Vous trouvez que c'est un harcèlement sexuel de dire ça? Non, je vous pose la question, Monsieur Le Graët. Je voudrais savoir jusqu'où ça va pour vous et si c'est le fait de dire à une femme qu'elle a une jolie robe. Bon, pour moi, non. Pour vous, peut-être. Une question de... C'était Claudia Rouault d'abord, non? Oui, Claudia Rouault. Ah. Non, c'est pas évident. Oui, Claudia Rouault, députée d'Ille-et-Vilaine. Lors des auditions, nous avons auditionné votre responsable national de l'arbitrage et qui nous a parlé d'un arbitre régional. Il était à la Ligue de l'Île-de-France et il essayait d'acheter des jeunes arbitres avec un comportement très très grave. Est-ce que vous avez été informé? Quelles mesures vous avez prises à ce moment-là, parce que vous étiez quand même le tout-puissant de la fédération? Je l'ai appris la semaine dernière ou la semaine avant, suite à une audition d'un patron des arbitres chez vous. Non, parce que, vous savez, on est... Parlez bien devant votre micro, s'il vous plaît. Excusez-moi, oui. Voilà. Là, ça va. Le football a autant de licenciés que toutes les autres fédérations. C'est un bien ou un mal. Donc, on a sûrement des lacunes dans quelques endroits. Mais on a aussi le plus de salariés qui peuvent s'occuper des problèmes de ce genre-là. Tout ce qui est arbitrage n'est pas... C'est une fonction un peu hors fédérale, mais je ne suis pas non plus naïf. Et je me suis laissé dire hier soir, avant-hier soir, qu'il y a pu y avoir quelques problèmes. Donc j'ai appelé, je n'ai pas encore eu la réponse, mais le patron de Paris, la Ligue de Paris, qui doit m'appeler ce soir et je suis prêt à vous faire un rapport. Oui, Monsieur Piquemal. Oui, Monsieur Le Graët, pour revenir sur l'homophobie, dans le football, pas simplement les mots ou les chants qu'on peut éventuellement entendre dans les stades. Comme l'a dit mon collègue, c'est vraiment quelque chose qui est intrinsèque, pas qu'au football d'ailleurs, mais qu'on retrouve
dans différents fonctionnements ou dans la banalisation de certains propos dans le sport, voire même qui frôlent le tabou. J'aimerais savoir si vous connaissez le livre de quelqu'un qui a été footballeur jusqu'au centre de formation, Wissem Belgassem, Adieu ma honte, qui est sorti en 2021. Qui a été au centre de formation du Toulouse Football Club, donc le TFC que je connais bien, et qui raconte étape par étape comment il a fait son coming out et quelles ont été les réactions très virulentes à son égard, et qui essaye depuis de passer justement dans des écoles, des centres de formation pour sensibiliser les jeunes à cela. Moi, j'aimerais savoir si vous avez connaissance de ce livre. Il y a même une série, si c'est venu jusqu'à vos oreilles, et quelles actions, si vous en avez eu connaissance, vous avez pu mettre en place avec lui ou avec des associations pour lutter sur ce phénomène. Non seulement je l'ai lu, mais je l'ai vu. Il y a eu à peu près la même chose à Arras ou je ne sais plus où, un joueur amateur qui a eu beaucoup de mal à s'en remettre, mais qui aujourd'hui a trouvé un emploi et va mieux. Donc je n'ai jamais dit qu'il n'y en avait pas dans le football, jamais. Mais j'ai dit qu'il y en a quand même peut-être un peu moins, parce que c'est un milieu un peu fermé, que dans la population entière. Et sur un stade, j'avoue que je suis choqué, comme vous, mais ça n'a rien à voir avec l'homme qui évidemment perçoit des difficultés, comme j'ai perçu. Je ne savais pas avant, je peux vous l'avouer. Je ne me rendais pas compte. Quand j'ai été à visiter 3 associations, je vous jure que j'ai changé. Parce que l'homophobie, ce n'est pas des footballeurs uniquement. C'est des gamins abandonnés dans la rue, qui n'ont pas de fric, où les parents ont mis dehors parce qu'ils n'étaient pas dits normaux. Et là, très franchement, quand vous passez, j'ai passé une journée dans la plus connue, vous sortez de là très différent. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je ne dirais pas les mêmes mots, et la sensibilité qui est la vôtre, je la rejoins. Ma question, c'était de savoir quelles actions concrètement vous avez pu mettre en place en tant que président de la fédération sur la question de la lutte contre l'homophobie. Là, je vous ai donné cet exemple-là, j'aurais pu en prendre d'autres, mais au niveau des clubs de manière générale, des centres de formation, mais aussi de toutes les discriminations, qu'elles soient racistes, sexistes et autres. Quelles actions vous avez entrepris, vous, en tant que président de la FFF? J'ai donné des instructions un peu partout à nos services, parce que je vous rappelle que je ne suis pas quand même à la Fédé tous les jours. Je suis bénévole et je viens 3 jours, 2 jours et demi. Mais j'ai des équipes de grande qualité qui sont mieux formées que moi pour des questions aussi importantes. Donc vous allez en recevoir demain ou après-demain, je crois, des gens qui ont plus de qualité. Mais je vous répète quand même, et retenez-le, j'ai été blessé d'avoir dit ça. J'ai été blessé de passer un moment, une journée dans un centre pour me rendre compte. Parce que souvent, on ne se rend pas compte. Vous savez, vous croyez que tous ces types-là qui hurlent sur les stades, ils sont homophobes ou bêtes? Oui. Je préfère votre réponse. Oui. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. J'aimerais, ce sera ma dernière question de l'audition, parce que je pense qu'on en a tous beaucoup. Sur la question du football féminin, vous l'avez mentionné, vous avez dit que quand vous êtes arrivé, l'équipe de France féminine existait déjà, hein, mais elle a eu des meilleurs résultats au fur et à mesure des années. Il y a certaines équipes nationales, je pense notamment aux États-Unis, il me semble l'Australie aussi, où les joueuses féminines sont payées à égalité avec les hommes. Ce n'est pas le cas en France. Il y a eu aussi ce qui s'est passé en Espagne avec le choc suite aux agissements du président de la fédération et de l'entraîneur et du sélectionneur de l'équipe espagnole. Pourquoi il n'y a pas eu d'égalisation des primes entre les joueuses féminines de l'équipe de France et les joueurs de l'équipe de France? 2 réponses. La première, vous savez, lorsque l'on fait des appels d'offres pour les filles, il y a une somme. Elles ont 30%. Quand on fait un appel d'offres pour les garçons, ils ont 30%. Évidemment, ça n'a rien à voir. Par contre,
les filles sont de plus en plus et de mieux salariées par les clubs. L'équipe de France, on ne prend pas des filles comme ça. Elles jouent déjà à Lyon, qui ne va pas très bien en ce moment pour son équipe A. Elles jouent au PSG, ou elles jouent dans votre région. Pour le moment, c'est un problème économique et non de volonté. Monsieur Stéphane Bichou. Ah, pardon. Merci Madame la Présidente. Monsieur Le Graët, je voulais revenir sur les articles 40 dont il a été question tout à l'heure. Lors des précédentes auditions, et ce que vous nous dites au final correspond peu ou prou à ce qui se passe dans d'autres fédérations sportives, c'est que plus la fédération est importante, plus elle est structurée, moins les informations remontent jusqu'au président. La semaine dernière, nous avons auditionné Didier Deschamps, et effectivement, il est revenu le fait qu'il était le sélectionneur de l'équipe de France, et pas n'importe quel sélectionneur. Vous avez été, Monsieur Le Graët, le président de la Fédération française de football, le tout-puissant président de la Fédération française de football. Comment expliquez-vous que, et vous l'avez dit tout à l'heure, et on sent que effectivement vous êtes marqué par cet article 40 qui vous concerne, comment se fait-il que sous votre présidence, compte tenu des nombreux témoignages que nous avons recueillis, que vous n'ayez eu qu'à déclencher 4 articles 40. Je vais terminer ma question. Pensez-vous que d'autres affaires auraient mérité effectivement un déclenchement d'un article 40? Et si ça n'a pas été fait, considérez-vous qu'il y a eu dysfonctionnement? D'autres que moi ont porté plainte pour l'article 40. Je ne suis pas tout seul. Les régions sont aujourd'hui organisées pour le faire. Et je connais des présidents de ligues de grande qualité qui l'ont fait. Mais souvent l'article 40, que vous défendez à juste titre, et moi aussi, le plaignant, ou en tout cas, malheureusement, il va au tribunal et il ressort il n'y a pas que moi qui ai le pouvoir de donner cet article 40. Donc, Madame la rapporteure. Oui, alors moi je vais avoir plusieurs questions pour vous. D'abord, mais je vais vous demander des réponses peut-être brèves. Est-ce que vous connaissez la cellule Signal Sport? La cellule Signal Sport. Donc c'est la cellule qui a été mise en place par le ministère des Sports, justement, qui recense toutes les affaires et les signalements de violences sexuelles et sexistes notamment. Donc elle est en place maintenant depuis quasiment 3 ans. Et alors, comme vous ne connaissez pas la cellule, c'est un peu plus compliqué, mais est-ce que vous savez combien de signalements ont été portés à la connaissance du ministère des Sports concernant la Fédération française de football lorsque vous étiez président? Absolument pas. La question était tout à l'heure, est-ce que vous connaissez la cellule Signal Sport? Et apparemment, ça n'a pas été entendu dans le micro, votre réponse. Oui, donc c'est pour ça qu'il faut que je vous fasse répéter. Non, très franchement, non. Je connaissais qu'il y avait comment on appelle ça, un téléphone vert qui a fonctionné pendant quelque temps et qu'il y a eu une coupure pendant quelques semaines, je crois, parce que non, mais ça venait pas de la Fédé, madame. Excusez-moi. Vous faites la transition parfaite justement avec la question de ce numéro vert. Donc, je vous pose la question sur la question des signalements concernant la Fédération française de football, parce qu'il y en a eu énormément sur Signal Sport qui concernent votre fédération. Et alors 79 et 39 dossiers en 2022, ce qui est quand même
assez conséquent, en réalité, de dossiers qui ont été faits à la cellule Signal Sport. Et donc, vous faites la transition avec la question de ce numéro vert qui a été mis en place, effectivement. Donc, il a été à l'arrêt pendant plusieurs mois, pas plusieurs semaines. Et justement, ce qui nous intéresse, c'est de savoir, alors, qu'est-ce qui explique ce dysfonctionnement? Vous allez pouvoir justement nous expliquer pourquoi ça ne fonctionnait plus et comment vous vous en êtes rendu compte, puisqu'il semble que ça a été réglé dans le cadre du COMEX. En tout cas, vous en avez eu connaissance pendant un COMEX. Donc, est-ce que vous pouvez nous préciser et revenir sur cette affaire? Oui, disons que notre prestataire, parce que nous avions un prestataire, a changé et n'était plus en état de fonctionner. Donc le temps de trouver un autre prestataire pour ce genre de dossier, après vous dites quelques mois, moi je pense que c'est quelques semaines, enfin ça n'a pas d'importance, enfin si ça a d'importance. Oui, mais enfin je suis persuadé en tout cas que la Fédé fait beaucoup d'efforts pour, parce qu'on parle, je crois que là 95% des questions c'est sur ce genre de choses, et vous avez sûrement raison. En tout cas, le prestataire nouveau donne satisfaction. Alors, j'entends que la FFF fait sûrement, ou a fait sûrement des efforts concernant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. En l'occurrence, le numéro, visiblement, était hors service pendant plusieurs mois. Donc, pendant plusieurs mois où des victimes avaient un numéro sur lequel appeler pour faire des signalements qui ne fonctionnaient pas. Et en fait, vous n'avez pas totalement répondu à ma question. La question, c'est pas tellement... oui, à un moment, l'association qui était en charge de ce numéro n'était plus en capacité d'y répondre. Mais comment ça se fait qu'il ait fallu plusieurs mois à la FFF pour se rendre compte que ce numéro ne fonctionnait pas? Et comment vous vous en êtes rendu compte? Je pense que nos services nous l'ont signalé à un moment donné, mais que ça a dû prendre un peu de temps. Et donc, vous avez traité cette affaire au niveau du COMEX. Comment ça s'est passé? Le COMEX a demandé de rétablir le plus urgemment possible un prestataire digne de ce nom pour que ça fonctionne. Mais la ligne, si vous voulez, n'arrivait pas dans mes services, elle arrivait dans un autre service. Alors, d'après les témoignages qu'il y a eu, c'est que pendant un COMEX, vous avez essayé d'appeler le numéro vert en question et il ne répondait pas. Et ça a eu lieu pendant 2 COMEX différents. Et c'est à ce moment-là que vous vous êtes rendu compte que la ligne ne fonctionnait pas. Est-ce que c'est le cas? Date, madame. C'était quelle date? En tout cas, c'est récent. C'était en 2022 puisque le téléphone dysfonctionnait entre mars et octobre 2022. Donc, c'est très récent. Non, mais je n'ai pas dit que ce n'était pas vrai. Mais en tout cas, la Fédé a fait en sorte que le prestataire nouveau donne satisfaction. Oui, alors ça, j'entends. Mais vous savez que ce qui intéresse aussi cette commission, c'est d'identifier les dysfonctionnements qui ont pu donner lieu au fait que certaines affaires ou certains signalements n'aient pas pu être traités. En l'occurrence, le fait que ce numéro vert ne fonctionnait pas en est un. Et du coup, ce qu'on essaye de comprendre, c'est comment ça se fait qu'il n'ait pas fonctionné pendant plusieurs mois. Et donc, alors j'entends que vous avez rétabli ensuite, mais pendant plusieurs mois, il y avait un numéro qui ne fonctionnait pas pour les victimes. Et peut-être question subsidiaire, avez-vous été informé d'un événement qui s'est passé à Moscou en 2018, pendant le mondial en Russie, qui a conduit une salariée de la FFF à porter plainte pour agression sexuelle contre le directeur financier? Et avez-vous engagé une procédure disciplinaire à l'encontre du directeur financier? Oui, absolument. Excusez-moi, oui, absolument. Il y avait une mesure disciplinaire. La plaignante a même, écoutez, à ma connaissance, j'aurais dû regarder de plus près, mais porté plainte et il a été acquitté. Ensuite, à la fédération, on lui a, enfin c'est un mauvais terme, mais on lui a fait quand même des reproches relativement vifs pour que ça ne recommence pas. Mais il n'empêche que la plaignante n'a pas convaincu le tribunal. Alors, la plaignante n'a pas convaincu le tribunal, mais qu'est-ce qui a été fait en interne de la FFF justement sur ce dossier? Parce qu'elle a porté plainte, mais il y a des sanctions qui sont possibles en interne de la FFF. Qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, en interne?
Il a été convoqué sévèrement et je pense qu'il a parfaitement compris que ce n'était pas bien et qu'il n'est pas à la veille de recommencer. Je comprends pas. Du coup, il a juste été convoqué, il n'y a pas eu de sanction, il n'y a pas eu de mise en retrait temporaire, il n'y a pas eu de mesures disciplinaires. La plaignante n'a pas gagné. Le tribunal a répondu que ce n'était pas juste, qu'il n'avait rien fait, ce garçon. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Alors oui, sauf que dans certains cas, quand il y a des plaintes ou des signalements sur des agressions sexuelles, on peut prendre des mesures conservatoires en attendant justement que la justice tranche. Donc visiblement, ça n'a pas été forcément le cas. En tout cas, je pense qu'il a été secoué par cette affaire, puni, j'en sais rien. Alors, est-ce que le fait justement qu'il ait été juste convoqué pour lui dire que ce qu'il avait fait n'était pas bien, je reprends vos mots, est-ce que vous pensez que ça a été suffisant, traité à la hauteur de ce que ça aurait dû être par la FFF? Écoutez, peut-être pas, mais restez quand même sur aussi la plainte, la plaignante, qui dément formellement avoir été agressée par ce garçon. On a quand même tendance aussi à croire à la justice lorsqu'elle est juste, et il n'y a aucune raison qu'elle ne soit pas juste. Alors dans ce cas, pourquoi est-ce que, peut-être vous pouvez d'ailleurs nous expliquer, pourquoi est-ce que même si l'affaire a été classée sans suite par la justice, la FFF a été condamnée à verser 10 000 € de dommages et intérêts à la victime en raison d'un manquement à des obligations de sécurité? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez eu cette amende? Aucune idée. Vous demanderez à M. Lapère la semaine prochaine. Pardon. Vous étiez comme président à ce moment-là de la fédération, donc vous devez quand même avoir des éléments sur le fait que vous ayez été condamné à verser 10 000 € de dommages et intérêts. J'ai été président de la fédération avec beaucoup de passion et j'ai beaucoup travaillé. Il y a sûrement eu des choses qui m'ont échappé, mais il n'y a sûrement pas beaucoup de présentations de présidents qui ont passé autant de temps dans une fédération où il y a autant de monde, où il peut y avoir autant de problèmes. J'en connais pas beaucoup. Alors qu'il y a eu quelques petites erreurs, je veux bien assumer, mais je ne veux pas non plus être accusé de tous les maux sur des faits qui ne me concernent pas directement. Alors, vous êtes quand même président de la FFF, donc forcément, vous avez la plus haute responsabilité. D'ailleurs, de toutes les personnes qu'on a auditionnées ici, elles indiquent toutes que vous preniez les décisions, que finalement, tout reposait quasiment sur vous, quelles que soient les affaires qu'on a eu l'occasion d'entendre. Donc je peux entendre que vous ne soyez pas au courant de toutes les affaires, mais des condamnations, je ne sais pas à quelle fréquence la FFF est condamnée, surtout pour ce type de condamnation. Donc je pense que voilà, c'est une simple question, c'est-à-dire pourquoi finalement il n'y a pas eu, pourquoi vous avez été condamné si vous considérez que finalement la justice a tranché en votre faveur, en défaveur de la victime? Écoutez, moi je vais vous dire aussi une formule, c'est une bonne question, mais je ne sais pas y répondre. Bon, par contre, dans mon boulot de fédé, j'ai passé énormément de temps à redresser les situations financières. Et jamais les amateurs n'ont touché autant d'argent. 104 millions l'année dernière, contre 22 ou 28. Chacun doit utiliser ses points forts. Moi, je me suis bagarré avec les grands groupes français pour qu'ils reviennent à la fédération après Naïsna. Et j'ai l'autre passion. Je ne rate pas un match de football. Je suis capable de vous parler de football des heures et des heures. Un peu moins à l'aise sur les questions que vous me posez, parce que je n'ai pas une formation de juriste, mais je réponds avec, en tout cas, mon cœur et tel que je peux. Pour vous, Monsieur Le Graët, est-ce que demander à une jeune femme de se mettre en jupe pour voyager est un comportement approprié? Je ne réponds pas à cette question. Et d'une manière générale? Je n'ai pas à répondre à cette question. Parce que je vous vois venir. Micro. Alors moi, je voudrais revenir sur l'affaire d'Angélique Roujas, qui a été qualifiée par le rapport d'inspection générale d'emblématique.
Vous avez rappelé que vous aviez vous-même effectué un signalement au procureur. Pardon ? Il y en aura, vous inquiétez pas, c'est pas terminé. Vous avez rappelé que vous aviez vous-même effectué un signalement au procureur de la République de Versailles à l'issue d'une enquête interne le 30 octobre 2013. Pouvez-vous nous préciser la date à laquelle cette enquête interne a été lancée ? Les atteintes et les violences sexuelles dénoncées par les joueuses féminines se sont déroulées entre 2005 et 2013. Quand avez-vous eu connaissance de ces faits ? Excusez-moi, je l'ai connue très tard. Elle avait été jugée, ainsi jugée. C'est une affaire de peut-être 11-12 ans, peut-être, il me semble. Je ne sais même pas ce que vous me demandez là. Qu'est-ce que j'ai fait ? Le micro, voilà. Vous avez vous-même effectué le signalement au procureur. Donc ça, c'est ce qui est indiqué. Il y a eu. Est-ce que vous pouvez nous préciser la date à laquelle l'enquête interne a été lancée ? Et quand est-ce que vous avez eu connaissance des faits ? La FFF l'a licencié en 2013. L'article 40 a été indiqué pour cette femme, ou en tout cas appliqué. Et l'affaire judiciaire a été classée sans suite. Comment ? Ah non, mais je peux rien. Je le regrette, mais je ne peux pas inventer des choses qu'on m'écrit. Est-ce qu'il y avait prescription ? Pardon ? Parce que ? Parce qu'il y avait prescription. Ça a été classé sans suite. Ouais. Mais enfin, c'est aussi la justice, c'est pas moi qui l'invente et elle est comme ça. Je fais juste un constat, Monsieur Le Gret. Pardon ? Je fais juste un constat, Monsieur Le Gret. Je vous remercie, madame. Alors, est-ce que vous pouvez nous indiquer ce qu'est devenu Madame Roujas après son licenciement de la FFF ? Il semblerait qu'elle ait travaillé au FC Metz. Il me semble. Bon, après, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Alors, je vais vous lire du coup. À la suite de son licenciement pour faute grave intervenu le 25 octobre 2013, Madame Angélique Roujas est devenue manager générale de la section féminine du FC Metz. Plusieurs joueuses du club l'ont accusée de comportements déplacés, de favoritisme. L'une d'entre elles a déclaré à un titre de presse « Je pensais avoir une carrière dans le foot, mais Angélique Roujas est une personne qui fait en sorte que la vie ne se passe pas comme on le souhaiterait. Elle peut te détruire la vie. » Nous étions toutes mineures, à part une ou deux qui venaient d'avoir 18 ans. Très vite, on a vu du favoritisme envers une joueuse, alors qu'elle nous parlait à toutes les autres comme à des merdes. D'autres dysfonctionnements ont été pointés. Madame Roujas quitte le FC Metz en 2019, puis devient manageuse générale de l'ESO Football Vendée de La Roche-sur-Yon. Fonction qu'elle occupe encore à notre connaissance. Madame Roujas est encore toujours en charge de mineurs. Le dossier que j'ai demandé, parce que je me doutais que vous alliez me parler de cette dame, 2013, l'article 40, et puis par contre je ne savais pas qu'il y avait prescription sur ce qui m'est écrit. Et c'est bien dommage. Aujourd'hui, elle travaille, vous me dites, en Vendée, on va se renseigner. Je vais me rappeler et voir un petit peu où elle est. Là, il y a quelqu'un parmi vous de Vendée, je crois. Comment ? Oui, c'est pour ça que... Alors, c'est pour ça qu'on pose la question de manière précise, parce que effectivement, l'affaire a été classée sans suite, mais des sanctions disciplinaires par la FFF auraient pu éviter qu'elle aille dans un autre club, puisque, par exemple, elle n'aurait pas pu aller devenir manager ou entraîner ailleurs dans un autre club. Donc, la question que je vous pose, c'est est-ce qu'il y a eu des sanctions disciplinaires qui ont été mises en place par la FFF ? Si oui, lesquelles ?
et malgré le fait que la justice est classée sans suite. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, elle a été à la FFF, mais elle est partie dans d'autres clubs où visiblement elle a eu également des comportements qui ont été inappropriés, problématiques, parce que peut-être à un moment on n'a pas suspendu en interne ou il n'y a pas eu de sanction disciplinaire. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Bah, par exemple, retirer sa licence. Je note. Alors j'entends que vous notez, mais en fait, vous avez présidé la FFF pendant des années. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de retrait de licence ou de sanction disciplinaire? Qu'est-ce qu'on a eu comme ça? Ça me gêne toujours de citer les noms parce que très souvent, elles ont été, je ne vais pas dire graciées, mais enfin, on a Elisabeth Loisel qui a été entraîneur de l'équipe de France des filles pendant pas mal de temps. Elle a gagné au tribunal. Il y a un garçon qui s'appelle David San José. Nous, l'a licencié pour faute grave en 2012, la Fédé. Il a porté plainte et je ne suis pas sûr qu'on va gagner. Et je regrette vivement. C'est pas du tout, je ne défends pas du tout ces cas-là, il faut que ce soit clair. Vous me posez des questions, j'essaie d'y répondre avec les renseignements que je peux avoir. Monsieur Stéphane Mazard. Pardon? Monsieur Le Graët, merci. Justement, pour rebondir sur la question de Madame la rapporteure, mais de manière peut-être plus générale, est-ce qu'il y avait, sous votre présidence, une doctrine bien établie pour traiter des faits qui pouvaient être relatés à votre niveau, au niveau de la Fédé, et qui pouvaient donner lieu à des poursuites disciplinaires, des mesures provisoires, lorsque ces faits font l'objet de poursuites pénales? Puisque donc il peut y avoir effectivement deux temps, celui des poursuites pénales, mais aussi des faits révélés donc auprès de la Fédé et qui nécessitent des réponses d'urgence. Est-ce qu'il y avait une doctrine bien établie? Comment tout cela s'organisait sous votre présidence, Monsieur Le Graët? À force. Sûrement, mais j'ai une équipe de très bonne qualité pour traiter ces sujets-là. Vous aurez peut-être des réponses la semaine prochaine, puisque je crois que vous recevez le principal. Je sais. C'est pas le club de pétanque du coin, quand même. Là, pour le coup, on est quand même sur des sujets assez importants d'organisation interne. Attendez, Monsieur Le Graët. Monsieur Le Graët. On est quand même sur un mode d'organisation, mais de manière très générale. C'est pas le sujet de la commission d'enquête, Monsieur Le Graët. Peut-être, et ça peut être une réponse, c'est-à-dire que peut-être qu'effectivement, à votre niveau, vous ne saviez pas comment tout ça fonctionnait et vous aviez délégué ces responsabilités-là à d'autres. Mais moi, il me semble que quand même, au niveau de la présidence, il doit y avoir quand même une vision sur la façon dont les choses étaient organisées. Qui faisait quoi? Comment cela a été traité? Avec quelle célérité? Est-ce que la Fédé suivait les plaintes pénales, se constituait partie civile, avait un avocat dédié? Enfin, il me semble quand même que ça ressort du niveau d'un président de Fédération française de football. Je vous assure qu'on a du personnel qualifié pour répondre à votre question. Monsieur Stéphane Buchou. Oui, Monsieur Le Graët, il y a quand même un côté un peu agaçant à entendre. Et moi, je pense que à entendre un certain type de propos qui consiste à dire j'ai des collaborateurs ou j'ai
J'ai des présidents de commissions disciplinaires d'éthique qui font leur travail. Et en gros, circuler, il n'y a rien à voir. Moi, je ne suis pas au courant. C'est vrai que ça revient régulièrement dans les auditions que nous avons pu mener. On est ici à peu près confronté à la même problématique. Et vous disiez il y a quelques minutes à mon collègue, on ne parle que de ça, et dit autrement, on ne parle pas des résultats sportifs. D'abord, on ne parle pas des résultats sportifs parce que ce n'est pas l'objet de la commission. Vous avez ici des députés passionnés par le sport et beaucoup passionnés qui connaissent très bien le football, et ça ne remet pas en cause les résultats obtenus par l'équipe de France sous votre présidence et avant vous, et on l'espère tous, après vous. Cette commission, elle a pour objet de traiter les sujets qui ont été rappelés tout à l'heure par Madame la Présidente et par Madame la Rapporteure. Et moi aussi, je m'étonne, je l'ai dit à certains la semaine dernière, je m'étonne du fait que, parce qu'au sein d'une fédération, on installe des commissions censées traiter d'un certain nombre de sujets, on a le sentiment qu'elles sont complètement en roue libre et que le président de la fédération que vous avez été n'est au courant de rien. Et c'est difficilement, moi je vous le dis, c'est difficilement entendable. Au courant de rien, c'est trop quand même. On ne peut pas dire ça. On est quand même au courant de beaucoup de choses. Je crois que si j'avais été à la place de Deschamps, on n'aurait rien gagné du tout. Donc on a besoin de gens compétents dans tous les domaines pour les travaux, quels qu'ils soient. Alors si je vous ai donné l'impression de ne pas être attentif, je pense que cette réunion servira et que mon successeur tiendra compte des remarques qui sont faites, et puis je m'engage même à l'aider s'il a envie. Ce n'est pas des questions qui me gênent, c'est des questions où je n'ai pas forcément la réponse sur des choses qui sont un peu compliquées. Encore une fois, c'est bien le problème. Le problème, c'est que vous n'êtes pas en mesure de nous répondre à des questions, au final, qui sont relativement simples et qu'on peut, le cas échéant, reformuler. Qu'est-ce qui a été mis en place au sein de la fédération, au sein de cette commission, qui n'a pas le même temps de traitement que la justice, en termes de mesures conservatoires ou pas? Est-ce que, par exemple, vous avez mis en place des mesures conservatoires, oui ou non? À cette réponse-là, le président de la fédération que vous avez été doit être en mesure de nous répondre. Pour un ou deux cas, mais tous les cas ne vous remontent pas. Tous les deux cas ne vous remontent pas. Alors écoutez, franchement, excusez-moi monsieur, mais je vous jure, on ne peut pas tout faire. Excusez-moi, madame. Alors, moi, je suis un peu comme mes collègues, c'est-à-dire qu'on est plus qu'ennuyés parce que... Pourquoi ? Parce qu'on a reçu plusieurs personnes dans le cadre de cette commission d'enquête, et notamment en lien avec la FFF. On a reçu M. Diallo, M. Deschamps, M. Borghini, et tous, unanimement, nous ont dit que c'était vous qui décidiez quasiment de tout à la FFF. Donc, M. Borghini nous a parlé notamment du fait que vous aviez choisi de prolonger le contrat de M. Deschamps sans en informer, sans en discuter au préalable avec le COMEX. On a appris que sur le plan social, M. Deschamps n'était au courant de rien. Sur la question des VSS et de lutte contre le racisme, M. Diallo nous dit « mais moi, je n'étais au courant de rien, mais maintenant je fais un nouveau plan, je vais tout changer au sein de la FFF ». Donc vous comprenez qu'on soit un peu surpris de vous entendre aujourd'hui nous dire que vous n'êtes pas à minima informé et que vous ne connaissiez pas les procédures, alors qu'on a plutôt le sentiment qu'au contraire, c'est vous qui preniez les décisions et c'est vous qui étiez au courant de tout ce qui se passait au sein de la FFF, qui n'est pas une petite fédération. On a évoqué la question des moyens. La FFF, ce n'est pas une petite fédération. Il y a plus de 2 millions de licenciés, il y a des moyens financiers, il y a des moyens humains. Donc on parle quand même d'une grosse fédération. Donc voilà, nous, on est quand même assez surpris de vos réponses, parce que quand on vous demande ce que vous avez mis en place pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes, quand on vous demande pour vous qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui un comportement inapproprié envers des femmes, quand on parle de la lutte contre l'homophobie, moi, par exemple, je vais vous poser une question. Quel était le budget consacré à la question de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes et contre l'homophobie? Quel était le budget de la FFF qui a été consacré? Je crois que la 3F a mis 3 millions d'euros ces derniers temps.
Oui. Mais pour l'homophobie. Alors, attendez, ceux qui étaient avec moi, pourquoi ils sont restés s'ils étaient aussi malheureux? Vous pouvez peut-être répondre à la question, Monsieur Le Graët. Pardon? Vous pouvez peut-être répondre à cette question que vous nous posez. Ben, Je moi, suis certaine que vous avez la réponse. J'étais très fier de travailler avec eux et la plupart étaient très fidèles. Mais pas tout le monde, c'est comme partout. Alors là, je pense que c'est votre réponse à vous, mais la réponse est incomplète, à mon avis. Dites-moi, je la Vous dites que vous avez été très fier de travailler avec eux, mais la question n'était pas dans ce sens-là. Vous posiez la question pourquoi toutes ces personnes avaient continué à travailler avec vous. Ben, j'ai l'impression qu'ils étaient heureux avec moi. Ou en tout cas, ils ne faisaient pas de reproches, ils votaient de façon régulière au COMEX lorsqu'il y avait un sujet. À vous écouter, Monsieur Le Graët, moi j'ai le sentiment que vous gériez votre fédération comme un chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'il y avait, je sais pas, il y avait quoi, un secrétaire général, un DGS, et quelles étaient vos relations avec ces personnes-là? Avez-vous du lien régulièrement pour savoir justement ce qui se passait dans la fédération? Ou est-ce que vous déléguiez à quelqu'un du COMEX tout ce qui était, on peut appeler, ressources humaines, des choses comme ça? Bon, évidemment, il y a un peu de ça, parce que dans une fédération qui a autant de licenciés, on a besoin de gens compétents, et donc je ne l'ai pas fait tout seul. J'avais des gens de qualité, je le répète. Mais même dans mon entreprise, où on a quand même à peu près de 1000 personnes, je vous jure qu'on a fait des choses parfaitement bien. Bon, ceci dit, restons à la Fédé. On aurait pu mieux faire. Je n'ai pas dit qu'on avait tout bien fait. Si je vous ai donné cette impression, elle n'est pas bonne. J'ai dit, par exemple, que pour l'homophobie, je regrettais mes paroles. Elles n'étaient pas dignes et pas bien. Pour le racisme, je n'étais pas d'accord avec les condamnations parce que je ne le suis pas. J'ai tout fait pour que ceux qui puissent intégrer un centre, quelle que soit la couleur, puissent jouer ou repartir lorsqu'ils sont mieux formés. Non. Derrière ma question, c'était quelles étaient vos relations? Est-ce qu'il y avait par exemple quelquefois des réunions de travail pour savoir si vous traitiez de l'homophobie, s'il y avait des problèmes de violence sexuelle, s'il y avait des problèmes à l'arbitrage et tout? Est-ce qu'il y avait des réunions comme ça où finalement c'était délégué à d'autres de vos assistants tout ce qui concernait finalement la vie un peu de la Fédé? Vous avez dit quelque chose de juste. J'ai considéré la Fédé à un moment comme une entreprise normale. Il n'y avait pas de raison, d'abord de par ses budgets qui étaient anormaux à un moment. Et donc on avait un COMEX tous les mois où il y avait un homme chargé des relations, quelles qu'elles soient, et qui travaillait pas si mal. Ou bien des salariés de très bon niveau, parce que n'oubliez pas qu'on a quand même 300 salariés en tout, entre Clairefontaine et Paris. Alors, au moment de l'audition de M. Borghini, on a eu l'occasion d'aborder une autre affaire qui est celle des messages de M. Galetti qui montrait clairement qu'il sollicitait des faveurs sexuelles en échange de ses services et des sommes d'argent. Est-ce que vous aviez connaissance de ces copies d'écran? Il est venu ici il y a une semaine ou quelque chose comme ça. Et évidemment, il y a eu quelques commentaires quand même au sein de la fédération sur ces déclarations. Je n'étais pas au courant. Et personne à la Fédé. Ah, pardon. Donc vous découvrez cette affaire au moment de l'audition de M. Borghini? Ok. Donc si... Ouais. Est-ce que
du coup, puisque vous avez été informé au moment où M. Borghini en parle lors de son audition à la commission d'enquête, est-ce que vous savez quelles ont été les suites qui ont été mises en place par la FFF? Est-ce que, par exemple, ils ont alerté les autorités judiciaires? Je ne suis plus président de la Fédé, malgré moi. Alors, on va revenir peut-être aussi sur l'affaire du dossier Jackie Fortepole. Donc, Madame Henriquez a déclaré devant notre commission, s'agissant de ce dossier, condamné en mars 2022 pour harcèlement moral et sexuel par le tribunal correctionnel d'Orléans, je n'ai en aucun cas contribué à valoriser une personne qui a été condamnée par la suite. L'attestation de moralité que j'ai rédigée, en aucun cas je ne l'aurais écrite si j'avais été en connaissance de cause. Qu'en pensez-vous? C'est qui, vous me dites, excusez-moi? Monsieur, pardon. Monsieur Fortepole. J'ai pas grand-chose sur lui. J'ai Barbarin, j'ai Galetti, j'ai Potier, Sanchouzé, Loisel, Roujas. Je sais pas autre chose. Éteindre votre micro, donc je vais peut-être vous préciser. Donc, M. Fortepole est un dirigeant emblématique du football, président de la Ligue du Centre. En 2017 et 2018, il a été mis en cause pour harcèlement au travail en 2018 par plusieurs employés. La Ligue du Centre a été condamnée par le tribunal des prud'hommes en mai et novembre 2019 à indemniser les victimes. M. Fortepole a été condamné en mars 2022 pour harcèlement moral et sexuel par le tribunal correctionnel d'Orléans. Une lettre de Mme Brigitte Henriquez, alors vice-présidente de la FFF, du 4 octobre 2018, atteste de l'engagement de M. Fortepole en faveur de la FFF. Elle est manifestement rédigée dans un but de témoignage de bonne moralité. Par ailleurs, lors du procès pénal de M. Fortepole en 2022, la Ligue du Centre, qui a pourtant dû indemniser financièrement les victimes, ne se porte pas partie civile. Vous vous rappelez l'affaire? Vous n'en aviez pas connaissance? Écoutez, si je vous dis oui, je me rappelle vraiment, je sais qu'il y a eu une affaire Fortepole, mais je suis incapable de vous expliquer comme vous le faites le début et la fin. Alors, je vais revenir sur une autre affaire qui est celle de M. Bachir Nahar. Est-ce que ça vous parle? Bachir Nahar, qui est intendant de l'équipe de France de football, mais qui est aussi salarié d'une société qui gère la carrière de joueurs. Et en fait, à vous de nous le dire. Non, mais je crois qu'il n'y est plus. Après la Russie, j'ai un peu l'impression qu'il a été écarté. Est-ce que c'est le même? C'est le même? Bachir, oui. Pour nous, il est toujours intendant de l'équipe de France. Impossible, si c'est le même. En 2021, il y a eu un article, notamment dans Le Monde, qui parlait d'un conflit d'intérêts entre le fait qu'il soit intendant de l'équipe de France et en même temps qu'il travaillait dans une société qui gère la carrière de joueurs. Et je crois qu'il n'y a jamais eu d'actions qui ont été prises par la FFF justement pour gérer ce conflit d'intérêts. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Je ne suis pas certain qu'il n'y ait pas eu de sanction de prise. Vous le verrez après-demain. Le micro. Alors, qu'est-ce que vous entendez par sanction? Parce qu'à partir du moment où il est sur deux postes qui visiblement sont en conflit d'intérêts, la logique voudrait soit qu'il ne soit plus intendant, soit qu'il ne soit plus salarié d'une société qui gère la carrière des joueurs. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelle sanction a été prise? C'est impossible qu'il puisse continuer, impossible, mais il n'a pas le droit. Et la fédération aurait pris des sanctions. Bien sûr.
Alors, vous me dites que la fédération aurait pris une sanction. Est-ce que vous savez si vous avez pris une sanction? Parce que c'était, là, en l'occurrence, je parle de décembre 2021, donc c'était sous votre présidence. Est-ce que vous aviez pris une sanction en lui demandant, par exemple, de ne plus être employé de cette société ou alors de ne plus être intendant? Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, au 1er janvier de l'année 2023, il était encore intendant de l'équipe de France. Donc, quelles sanctions vous avez mises en place? Pour moi, ça me paraît impossible qu'un agent soit avec l'équipe de France. Voilà ce que je vous réponds. Impossible. Oui, sauf que moi, je vous dis que c'est le cas. Sous votre présidence. On va vérifier. Oui, enfin 21, je commençais déjà à... Et donc, il est encore. Alors, il est encore sur le site de la FFF en tant qu'intendant. Donc, ça veut dire qu'il y est toujours. Donc, vous ne savez pas si en 2021, au moment où l'affaire sort, oui, mais justement, c'est parce qu'on a vérifié qu'on vous pose la question. Donc, il y a... Si vous voulez bien, je vous ferai une réponse écrite. Peut-être une dernière question sur un contrat qui aurait été passé donc, au niveau de la FFF pour des montres qui auraient été offertes aux joueurs de l'équipe de France en 2018. Si vous pouvez revenir sur ce contrat et de la manière dont ça a été fait. Alors attendez, chaque joueur a dû percevoir une montre à cette époque-là. Ce contrat a été signé par ma directrice générale. Voilà. Pardon. Donc vous me dites que ce n'est pas vous, que vous n'étiez pas au courant du montage du contrat? Non, c'est pas une accusation, je vous pose la question. Puisque vous me dites que c'est la directrice générale qui a signé le contrat en l'occurrence. Moi, ce que je vous demande, c'est est-ce que vous étiez informé du montage financier qui a été mis en place pour offrir ces montres aux joueurs de l'équipe de France? Je n'étais pas forcément d'accord. Donc vous nous indiquez que vous n'étiez pas forcément d'accord. Est-ce que vous en avez fait part à ce moment-là de votre désaccord sur le montage de ce contrat? Voilà, juste pour terminer là-dessus. C'était trop tard. Merci, Monsieur Le Graët. Nous vous souhaitons une bonne fin de soirée. Moi aussi, mesdames.